Top départ, c'est ouf, hein? Alors on y va donc pour notre troisième cours sur les 613 mitzvot. Alors on a eu dans le premier cours, on a fait une petite introduction avec la première mitzvah qui était Piria Verivia, donc la reproduction, on appelle ça autrement plutôt il faut avoir des enfants, d'accord? Donc la procréation, merci, d'accord? Et deuxième mitzvah, on a vu le cours dernier, c'était la Brit Mila, suivi du Guide Anaché. Alors, autant les deux premières, on connaît. Guide Anaché, c'est quoi? C'est ce qui concerne le nerf sciatique, l'interdiction de consommer le nerf sciatique. D'accord? On avait ramené que c'est en lien avec le duel, l'affrontement qu'il y avait eu dans une des parachutes qu'on a dépassées il y a quelques semaines entre Yaakov, le patriarche, et l'ange de Esav, d'accord? Suite auquel Yaakov avait été blessé, d'accord? Donc cet affrontement, Yaakov a été blessé à la hanche où se trouve le nerf sciatique. Il faut savoir que le nerf sciatique, donc, nous en avons tous deux, d'accord? Nous avons deux, les animaux aussi en ont deux aussi, d'accord? Et en quatre, non? Deux, hein? Et donc en fait, Yaakov a été touché à un côté, mais malgré tout, on a reçu l'ordre de ne pas consommer le nerf sciatique chez l'animal, d'accord? C'est la raison pour laquelle il y a un certain travail à faire de préparation à faire sur l'animal pour pouvoir consommer la viande. Donc c'est ce qu'on appelle en hébreu le nikour. Le nikour, ça consiste à venir retirer les parties problématiques de la bête. Donc en l'occurrence, il y a les nerfs sciatiques, donc un de chaque côté de la bête à l'arrière. Et il y a également les graisses interdites, car il y a des graisses interdites, ce qu'on appelle le relève, on en parlera dans une mise ultérieure. Il faut les retirer, donc il y a des vérificateurs, d'accord, qui sont spécifiques pour cela. C'est leur boulot de venir retirer ça pour rendre la viande ensuite kéchéra. Évidemment, à part ça, il y a le problème de la shrita, d'accord, de l'abattage rituel, etc. Il y a la salaison de la viande, parce qu'on ne peut pas consommer le sang. Il y a plein d'étapes, mais il y a également ce principe-là du nerf sciatique. Maintenant, on avait dit qu'en dehors d'Eretz Israël, la coutume s'est propagée depuis déjà très très longtemps de ne plus du tout consommer les parties de la bête à côté desquelles se trouve le nerf sciatique, parce que c'est un travail qui est très méticuleux, très précis, d'accord, il faut savoir le faire. Et il y avait des gens qui savaient le faire en Israël, mais en dehors d'Israël, donc dans la diaspora, on a pris sur nous un usage depuis très longtemps de ne plus consommer tout l'arrière de la bête. Donc maintenant, comment ça fonctionne dans tous les abattoirs? Eh ben, on a des accords avec les non-juifs. Et donc ce qui se passe, c'est que d'abord dans le premier temps, quand on va abattre une bête, d'accord, bon, ça n'a pas vraiment de lien avec le cours, mais je vous ai dit comment ça fonctionne juste. Comment ça marche dans un abattage, donc quand les différents organismes de cache-route vont se rendre dans un abattoir, que ce soit le consistoire de Paris ou autre, hein, toutes les certifications de cache-route que vous pouvez connaître. Comment ça marche? On a des accords avec les non-juifs, c'est-à-dire on va abattre une bête. On vérifie ensuite si la bête elle était ce qu'on appelle taref, c'est-à-dire impropre à la consommation parce qu'en fait elle n'était pas viable, d'accord? Si c'est le cas, directement la bête tout entière, les non-juifs la récupèrent dans leur circuit, donc il n'y a pas de perte. C'est pas qu'on a acheté une bête et ensuite on s'est rendu compte qu'elle était impropre, on a perdu la valeur de la bête. Sinon la viande qui coûte déjà suffisamment cher coûterait beaucoup plus cher parce qu'il y aurait énormément de pertes. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on abat la bête, si elle n'est pas consommable par nous, elle repart chez les goïms, on n'a rien perdu. Si on l'abat et en fait il y a un problème au moment de l'abattage même, parce que l'abattage c'est extrêmement complexe aussi comme technique, hein. Il faut un couteau particulièrement bien affûté, etc. Bon, c'est très complexe. Si aussi on l'a rendu impropre suite à l'abattage, pareil, elle part chez les goïms. Et également, toutes les bêtes, quand on les abat, eh ben, il y a l'accord avec eux, justement, avec les non-juifs, comme quoi nous on récupère l'avant de la bête, s'il est propre à la consommation, etc. Et les non-juifs, eux, récupèrent directement d'office tous les arrières de bêtes. Donc en France, d'accord, et pas qu'en France, hein, de façon générale en diaspora, vous ne consommerez jamais, quand vous irez chez n'importe quel boucher, l'arrière de la bête. Il n'y aura toujours que l'avant. Si vous voulez consommer les parties de l'arrière de la bête, alors je n'ai pas les noms de ces morceaux-là, mais c'est en Israël. Pardon? Non, mais il y a des noms spécifiques. D'accord? J'ai pas les noms. Par exemple, je crois le gigot, d'accord? C'est une partie qui est à l'arrière de la bête. Et donc ça, on ne peut pas le consommer chez nous de façon cachère. Tu parles que de viande rouge? Oui, je parle de la viande rouge. Oui, non, je parle pas de ça. C'est spécifique à la viande rouge, à ces bêtes-là justement qui ont ces nerfs sciatiques-là. Et donc, voilà ce qui se passe pour ce point-là. Donc, c'était une obligation que l'on a encore de nos jours de respecter
le guide anaché. Donc si on veut pour l'instant, si on fait un petit récap rapide, la première mitzvah, la procréation, évidemment qu'elle nous concerne. La deuxième mitzvah, la brit mila, évidemment qu'elle nous concerne. Et la troisième, le guide anaché, elle nous concerne, même si finalement on ne va pas nous-mêmes faire le travail de le retirer, de faire attention à ne pas le consommer, puisque de base, nous, en dehors d'Israël, on ne le consomme pas du tout, puisque tout l'arrière, il est envoyé chez les non-juifs. Et même en Israël, évidemment, c'est pas moi qui m'occupe d'aller vérifier, c'est eux qui font le nécessaire. Donc moi, quand j'arrive, j'achète ma viande, le travail il a été fait de façon antérieure. D'accord? En tout cas, c'est quelque chose qui est encore d'actualité aujourd'hui. Contrairement à d'autres mitzvot qu'on verra d'ailleurs ce soir, qui ne sont plus d'actualité parce que c'est à l'époque du temple, etc. etc. Donc aujourd'hui, il n'y a plus du tout de façon concrète de pratiquer cela. Mais comme on l'a dit en introduction du cours, eh ben, la seule manière d'accomplir tous les commandements encore aujourd'hui, malgré le fait qu'il y en ait beaucoup qui ne soient pas d'actualité, c'est en les étudiant. Et en Israël, les parties non autorisées, du coup, elles sont données ou elles sont jetées? Alors non, en fait, ce qui est pas autorisé, c'est juste un nerf. Donc c'est quand même un nerf assez costaud. Donc le nerf, il est retiré avec la viande, la chair qui entoure le nerf directement. Mais c'est tout. Il le jette ou il le donne à des Ah non, goïs? ça il le jette. Non, ça il le jette. Il le jette. Ah, c'est pas suffisamment consistant pour le conserver. Je me rends pas compte de ce que c'est réellement. C'est un nerf. Ok. C'est un nerf, d'accord? On a déjà dit que les nerfs, on les consomme. Vous savez bien, d'accord? On a dit les merguez, c'est des nerfs dans les merguez, d'accord? Donc c'est pas particulièrement attrayant quand on dit comme ça, mais c'est quand même ce qu'on consomme. D'accord? Donc le nerf, tu as raison, c'est une bonne question, on pourrait le consommer. Mais je pense pas qu'il soit suffisamment conséquent pour te prendre la tête à aller refourguer que nos nerfs sciatiques aux non-juifs. D'accord? Ok, on avance, messieurs, dames, pour notre quatrième mitzvah. Quatrième mitzvah, donc on a expliqué que je suis un ordre très précis qui n'est pas le mien, qui est celui d'un sefer, d'accord, qui s'appelle le chinour. D'accord, chinour qui en français veut dire également éducation, mais c'est un auteur dont je ne connais pas le nom, je ne pourrais pas vous le citer tout de suite, qui a rédigé une œuvre, un sefer, qui s'appelle le chinour, et donc il cite, lui, l'ordre de tous les commandements. Donc là, on attaque la quatrième d'après sa disposition à lui. Et bien la quatrième mitzvah, c'est ce qu'on appelle le Kiddush HaChodesh. Kiddush HaChodesh, ça veut dire la sanctification du mois. C'est une mitzvah assez. On a expliqué qu'il y a deux catégories de mitzvot. Il y a les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Positive, c'est ce que l'on doit faire. Négative, c'est ce qu'on ne doit pas faire. Celle-là, c'est une mitzvah positive. On doit sanctifier le mois. D'accord? Alors, quelle est d'abord cette obligation? Elle incombe au tribunal. Donc à l'époque du temple, justement, il y avait un tribunal qui était apte à pouvoir recevoir ce témoignage-là. On avait donc au moins deux témoins qui devaient venir. Et comment ça marchait? Ils devaient venir nous dire, voilà, nous avons vu le renouvellement de la lune. Je ne sais pas pour ceux qui ont pu voir ce Motzei Shabbat, ce samedi soir, la lune était splendide. Elle était magnifique. Elle était vraiment incroyable. Le renouvellement, enfin, pas le renouvellement, pardon, le moment où la lune est arrivée justement à sa plénitude, c'était 19h38, je crois, de façon très précise, samedi soir. C'est-à-dire que nous, on a le calcul précis, et on sait qu'à 19h38, la Lune, elle est ronde, parfaitement ronde. Et qu'à 39, 40, on ne le voit pas à l'œil nu, évidemment, mais si vous prenez les outils nécessaires, vous verrez qu'il y a une décroissance qui se fait. Donc en fait, comment est-ce que ça fonctionne? Que veut dire le nouveau mois, justement la sanctification du mois? Mais en fait, quand on arrive au 29-30, la Lune aura disparu totalement. Et il y a un moment où la Lune, elle va se renouveler. On va voir un tout petit croissant, microscopique, d'accord, tout petit, qui ne peut pas être vu par tout le monde. Enfin, pas tout le monde va faire attention, va réussir à le capter, mais certaines personnes peuvent le capter, peuvent le voir. Et en fait, ce qu'on attendait, on attendait leur témoignage. Ils devaient venir au tribunal pour nous dire, voilà, nous avons vu la Lune, le renouvellement de la Lune. Et pourquoi on a besoin de savoir ça? Pour fixer le nouveau mois. Parce qu'on sait très bien que nous, notre calendrier, c'est un calendrier lunaire. D'accord? Il y a deux calendriers qui se chevauchent, le calendrier solaire, d'accord? Celui donc, qui arrive à 365 jours, donc les mois, janvier, février, mars, etc. Et on a le calendrier lunaire, celui sur lequel on se base nous, principalement. D'accord? Il faut savoir que le calendrier solaire, il compte aussi pour nous. Mais celui qui compte principalement, c'est le calendrier lunaire. Et donc, on a besoin de savoir à chaque fois quand la Lune se renouvelle pour fixer le nouveau mois et pour qu'on ait besoin de fixer les mois pour les fêtes. D'accord? Parce qu'on sait bien que les fêtes, elles sont fixées selon les dates hébraïques. Donc on va avoir le 15 Nissan, le 15 Tishri, donc 15 Nissan ça va être Pessah, le 15 Tishri ça va être Sukkot, le 6 Sivan ça va être Shavuot, et le 1er Tishri ça va être Rosh Hashanah, le 10 Yom Kippour, etc., etc. Toutes les fêtes sont fixées évidemment sur le calendrier lunaire. Donc il était indispensable de savoir quand est-ce que la Lune s'est renouvelée, quand est-ce que le nouveau mois a démarré pour pouvoir fixer justement les fêtes qui allaient suivre. Oui, Julie. Comment on fait pour... je veux dire, on sait qu'il y a
dans le renouvellement de la lune, on voit à peu près où se trouvent les. Enfin, je veux dire, dans les dates, on sait à peu près. Mais comment on fait pour la mitzvah? Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est juste la voix? Ah oui, oui, Qu'est-ce que exactement. c'est juste Ben, ça? le Comment on principe, l'appelle, cette la mitzvah d'après la Torah, d'accord, elle fonctionne exactement comme ça. Il fallait que deux personnes, d'accord, au moins minimum, deux juifs, d'accord, voient la lune dans son renouvellement, d'accord, dans le début de sa croissance, tout au début, et ils viennent témoigner au tribunal en disant voilà, nous avons vu le renouvellement de la lune. Et à la suite de ça, on fixait, le tribunal allait dire la formulation suivante Mekoudash, Mekoudash, c'est-à-dire sanctifié, et on disait à deux reprises. Et là, ben, on décidait, on fixait. Aujourd'hui, nous sommes le premier du mois de, je ne sais pas, Cheshvan qui se lève. On est au début, aujourd'hui, le premier jour du mois. Et grâce à cela, on pouvait fixer la continuité du calendrier jusqu'au mois prochain. Et au cas où il y avait une fête qui tombait pendant le mois en question, on pouvait fixer. D'ailleurs, il faut savoir que dans le calendrier juif, donc lunaire, il y a un seul mois qui est dénué de toute fête. Alors, calendrier, donc c'est pas long, oui. Cheshvan, d'accord. Le mois de, bravo, Chava. Ouais. Encore le mois de Cheshvan, ok, c'est novembre. C'est celui qui est justement qui est vide de fête. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Mar Cheshvan. Encore Mar qui veut dire un petit peu amer, parce qu'il est c'est le seul qui a rien. Tishri, bon, évidemment on connaît. Kislev, on va avoir Shavuot. Tevet, bon il y a le début de Shavuot. Il y a Shavuot. Kislev, on a Hanouka, pardon, avec la fin de Hanouka en Tevet. Ensuite Shvat, on va avoir Toubi Shvat, d'accord. Adar, on va avoir Purim, puis Nissan. Puis en Iyar, il y a Pessar Sheni, on en parlera, d'accord. Ensuite, on va voir Shavuot en Nissan. Ensuite, Tammuz. Alors, Tammuz, il y a le 17 Tammuz, c'est pas une date joyeuse, mais bon, il y a quand même une date. Pardon. C'est le jeûne, c'est une partie de la destruction du temple. Donc, en tout cas, c'est une date qui compte, d'accord. Et Av, évidemment, encore avec la destruction du temple final. Et on revient à Elul. Et Elul, c'est intéressant, Elul aussi, il n'y a rien dans Elul. Elul aussi, il n'y a rien. Alors comme je le dis, donc Elul, il y a quelque chose en Elul, il faut le savoir. L'anniversaire de Lori, il faut le lui souhaiter. La date quand même, le jour quand même. Le 4 Elul. Le 4 Elul, on n'oublie pas. T'es passé à la postérité. Ok. Donc, en Elul, c'est intéressant qu'en Elul, a priori, il n'y a rien non plus. À voir. D'accord. En tout cas, de façon générale, on dit que le mois de Cheshvan, c'est le seul qui ne comporte rien. En tout cas, voilà ce qu'on a dit, donc c'est important de fixer justement le nouveau mois. Donc ça consiste en ça, le Kiddush HaChodesh, et il y a un deuxième aspect, d'accord, qui est aussi... Oui, pardon. Au calendrier solaire, enfin, on s'y fie pour le rythme de l'agriculture, enfin, mais comment... Non? Alors nous, en termes de halacha, d'accord, donc dans la pratique de la halacha, de la vie juive, le calendrier solaire, il va nous être utile par rapport au fait qu'il y ait des saisons, qui sont fixés justement par rapport à la course du soleil. Et on va devoir justement faire attention à cela pour le point que j'allais ramener tout de suite. D'accord. Déjà, première chose, c'est qu'il y a un deuxième aspect dans la sanctification du mois. Il y a sanctification du mois. Et il y a une deuxième chose qu'il fallait considérer, c'était l'année bissextile. D'accord. C'est quoi l'année bissextile? C'est de éventuellement doubler un des mois de l'année. Le mois en question, évidemment, vous savez, c'est le mois de Hadar. Le mois de Hadar, une année sur 4 quasiment. En fait, c'est 4 ans sur 4 fois tous les... J'ai oublié la fréquence exacte. D'accord. Je crois que c'est 4 fois tous les 19 ans ou pas. Non, 4 fois tous les 13 ans, pardon. 4 fois tous les 13 ans, on doit le doubler. D'accord. Peut-être je me trompe. Peut-être sur la fréquence, je me trompe. En tout cas, il y a nécessité de doubler le mois de Hadar toutes les quelques années. Hadar 1, Hadar 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un écart justement entre le calendrier solaire et lunaire. Le calendrier lunaire, il est de 352 jours. Le calendrier solaire, 365. Donc, il y a un écart d'environ 13 jours. Donc, c'est environ tous les 3 ans, d'accord, qu'il fallait rajouter un mois. Également, oui, les mois ne sont pas la même durée dans le calendrier solaire et lunaire. Donc, on rajoutait un mois pour récupérer, pour rattraper le cycle solaire. Alors, pourquoi? C'est pas que ce cycle-là est plus important que le nôtre. Pas du tout. C'est juste qu'on a une contrainte. Une seule contrainte qui nous force à faire ce décalage-là. C'est le fait que la fête de Pessah, dans la Torah, elle soit appelée Chag HaAviv, la fête du printemps. Donc, on a une obligation, d'accord, en termes de saison, que la fête de Pessah tombe toujours au printemps. C'est la seule. Le reste des fêtes, elles ont une date qui est donnée, le 15 Tishri, etc., le 6 Sivan, mais on s'en fiche de la période où elle tombe. Shavuot pourrait tomber en hiver, plutôt qu'au mois de juin, ça dérangerait personne. Mais on a une contrainte qui est la fête de Pessah. Celle-là, elle est écrite clairement, elle doit tomber en
au printemps. Donc à cause de cette fête-là, on a cette contrainte qui nous oblige à rajouter un mois de Hadar tous les quelques années pour décaler le calendrier pour que Pessah ne tombe jamais justement trop tôt, ok, en hiver. Il faut qu'il tombe au printemps. Après ça, d'appeler Pessah Chag Aviv. Non, dans la Torah. Ok. Non, c'est dans la Torah directement que c'est écrit, et de là, Chag Aviv. Aviv, c'est le printemps. D'accord? Aviva, d'ailleurs, Viva, tout ça, c'est... Alors, non. Du coup, on parle- Viva, comme il manque le lèvre, c'est l'hiver, quand il fait vraiment froid. On parle de Rosh Chodesh en fait. Alors, C'est différent. Alors, Rosh Chodesh, c'est le premier point qu'on a ramené, c'est la sanctification du mois, ça c'est le Rosh Chodesh. Ce dont on parle maintenant, ce que j'ai rajouté maintenant, c'est le principe de ce qu'on appelle Aïbour Hashana, d'accord? Ça veut dire de grossir, d'accord? De compléter l'année, d'accord? Et ça consiste à rajouter un mois supplémentaire, donc cette année bissextile. Ça fait partie de 600. C'est inclus dans le principe du Kiddush HaChodesh. C'est compris dedans. D'accord? En fait, c'est compris, si tu veux, c'est tous les calculs qui sont à la charge du tribunal, d'accord? Pour venir gérer le fait que les mois soient bien gérés pour que les dates des fêtes soient respectées et également pour que la fête de Nissan tombe à chaque fois à la bonne période. D'accord? C'est ça les drills de l'époque. Exactement. Exactement. C'est eux qu'on allait voir pour donc témoigner et eux, ils allaient venir. Je voyais tout ça en mode justice et pas forcément cadre religieux, fête. Ah oui, non, c'est plutôt dans le cadre Eux, ils religieux. cadrent tout. Oui, exactement. Ok. Exactement. D'accord? Alors on avance. Donc comment ça fonctionne? On a déjà dit que ce sont 2 témoins minimum qui devaient venir témoigner. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que il y a, de façon générale, à chaque fois qu'on a affaire à des témoignages, d'accord, dans un tribunal, il y a des règles très strictes, d'accord, qui encadrent qui est-ce qui peut témoigner. Parce que, par exemple, 2 proches ne peuvent pas venir témoigner. Un père et son fils ne peuvent pas venir ensemble témoigner. Ah, mais on était ensemble en train de faire une exploration stellaire et on a constaté la Lune. Ouais, vous êtes bien gentils, merci beaucoup messieurs d'être venus, mais 2 proches ne peuvent pas venir témoigner ensemble parce qu'ils sont proches justement. D'accord? Parce que j'avais appris que si tu manges debout, tu respectes pas la nourriture. Exactement. Du coup, tu peux pas témoigner. Alors, tu as raison, c'est ce qu'on appelle donc en hébreu pasoul laedut, il est invalidé, son témoignage est invalidé, mais c'est pas, de mémoire en tout cas, je l'ai pas entendu que c'est parce qu'il dénigre la nourriture, c'est parce qu'il a un comportement qui n'est pas à la hauteur de l'humain. Voilà, il descend plutôt au degré animal. Ils n'ont pas le droit de témoigner. Ouais, son témoignage n'est pas recevable. C'est pas le seul, d'accord? Également, il est dit sur quelqu'un. Vraiment témoin. Pardon? Je dis n'importe quoi, s'il se passe un meurtre. Ouais. Et qu'il y a 2 personnes, non mais, Ouais. exemple. Mais vaut mieux que ce soit un truc grave. Et qu'il y a 2 témoins et c'est 2 personnes de la même famille. Ils ne peuvent pas témoigner. Irrecevable. Irrecevable. Ouais. Il faut Irrecevable. Et l'autre c'est irrecevable. Merci. Non, on peut pas. Ça marche pas. Donc il y a pas Pour l'instant, on peut pas. Ouais. C'est quelqu'un mange debout. C'est des règles. Pardon? C'est quelqu'un mange debout. Ça, c'est autre chose. Elle me disait sur des proches. Donc, évidemment, des proches, c'est pas bon. Mais quelqu'un qui mange debout, effectivement. D'accord? Quand on dit manger debout, c'est manger dehors dans la rue. D'accord? Eh ben, ça le rend justement inapte à pouvoir témoigner. Parce qu'il n'est pas au niveau de ce qu'on attend de quelqu'un pour venir témoigner. C'est pas le seul, d'accord? Il y en a plein d'autres. Par exemple, il y a aussi un autre. Bonsoir. Il y a aussi une autre catégorie de personnes, c'est ceux qui jouent au jeu d'argent. D'accord? Mais c'est spécifique. Encore une fois, c'est spécifique. C'est pas quelqu'un qui joue de façon occasionnelle, qui fait un loto foot ou je sais pas comment ça s'appelle. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui vraiment vit de cela. D'accord? C'est vraiment sa source de revenus. Plus que ça, c'est même une source de revenus. Eh ben, il ne peut pas témoigner. Il est devenu quelqu'un de irrecevable, encore une fois, pour ce type de choses. Et c'est pas la seule chose pour laquelle il est justement maintenant disqualifié. C'est drôle parce qu'en soi, là il y a 2 personnes pour quelque chose de négatif. Bon, là on va dire le meurtre. Ouais. Mais pour un truc positif, par exemple, un mariage, c'est aussi 2 personnes. C'est une très bonne remarque. Très bonne remarque, mais malgré tout, ça marche pas. C'est intéressant ce que nous dit Julie. Les garçons, je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue. Vous n'avez pas de chaise? Alors, il y a des chaises ici. Vous pouvez vous asseoir, venir à table d'ailleurs. Si déjà. Ne vous gênez pas. Ethan, bienvenue. Et toi? Ton prénom? Elon. On s'est déjà vu, non? Une fois. T'es assis par là aussi. Elon et Ethan. On fait un petit tour de table. Abigail. Je te connais pas encore. Mais je t'aime déjà parce que t'as le prénom de ma soeur. Abigail. Donc on a Abigail, on a Clara, on a Julie, on a Laurie, on a Viva, on a Elon, Ethan, Raphaël, Julie, Rivki,
Chava, Rivka, oh là là, Chava, Jonathan, Simon, Rebecca et Natacha. Ouais, on est bon? C'est c'est l'habitude. La pointure aussi. Ouais, donc on continue, messieurs, dames. Ça va, Laurie? Elle fait les Ouais. photos pour le staff. Oh, trop bien. Elle prend son travail à cœur. J'ai un nouvel appareil. Ok. Puissant, je le teste. Donc nous disions effectivement, donc on parlait des témoignages, donc voilà, on a dit effectivement, donc c'est une très bonne remarque de Julie, qui est que deux personnes, on dit qui sont proches, sont invalidées pour un témoignage. Mais imaginons que vous ayez même, voilà, ou alors quelqu'un qui est proche ne peut pas témoigner sur son proche justement. Donc on a un cas d'un enfant, d'accord, un enfant jusqu'à il peut avoir 25 ans, d'accord, un monsieur, 25 ans, il a fait un truc pas clean, d'accord, il a volé, il a cambriolé, il a fait un truc pas clean. Son papa a vu ça, et son papa, il a dit, j'ai vu, je dois témoigner, il veut témoigner. Maintenant, quand il témoigne contre son fils, on n'a pas de doute qu'il témoigne, il n'est pas en train de mentir, il ne va pas venir enfoncer son fils. Malgré tout, c'est une règle claire et nette, un proche ne peut pas témoigner. Donc ça ne marche pas. Indépendamment du fait qu'on sache qu'il n'y a pas de mensonge, c'est irrecevable. D'accord? Donc ici, en l'occurrence pour l'histoire donc, du renouvellement de la lune, d'accord, du mois, il fallait un témoignage qui soit fait par des témoins qui remplissent toutes les conditions du témoignage. Et donc en l'occurrence, si c'est des gens qui sont proches, ça ne fonctionne pas. D'accord? On va voir également un autre cas de figure, c'est quelqu'un qui pourrait être intéressé à témoigner quelque chose de précis. Il veut témoigner par exemple que le mois se finit plus tôt. On parle par exemple de quelqu'un qui serait esclave, entre guillemets, au service de quelqu'un d'autre, et il a un contrat. Et ce contrat se termine en fin de mois. Donc le bonhomme, il est intéressé à témoigner que le mois c'est déjà fini, on était passé au mois suivant, comme ça il peut partir, il peut se barrer. D'accord? Il avait posé, il avait pris des vacances et tout, il avait posé il avait déjà mis des billets, d'accord? Et donc il voudrait partir plus tôt. Et bien il serait irrecevable aussi, puisqu'il a un intérêt. D'accord? Conflit d'intérêt, ça ne peut pas être recevable. Ok? Alors on avance sur cela. Je peux juste revenir. Oui, bien sûr, Raphaël. T'as dit quelqu'un qui mange debout, il peut pas témoigner à un tribunal. Ouais. Qui mange dehors, pas debout dans la maison, dehors. C'est culturel à l'époque ou ça vient de la Torah? Ah non, c'est pas de la Torah, c'est les sages qui ont mis ça en place. C'est pas dans la Torah que c'est écrit. Les sages ont mis ça en place, mais ça reste validé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2026, c'est d'actualité. D'accord? C'est cadré, d'accord? Il y a un cadre à l'Afrique très précis pour cela, parce que c'est pas quelqu'un qui l'a fait une fois occasionnellement. D'accord? Quelqu'un, il était à bout de force. On parle pas de ça. D'accord? Il y a un cadre précis. Mais une personne qui rentrerait dans ce cadre-là, aujourd'hui, ne pourrait pas venir témoigner. D'accord? Également, ça aussi c'est intéressant de savoir que ce témoignage ne pouvait être reçu que par un tribunal qui était qui était composé par ce qu'on appelle des juges qui avaient ce qu'on appelle la smicha. C'est quoi la smicha? La smicha, en fait, c'est une confirmation, d'accord? Une certification plutôt, qui leur était donnée et qui venait en réalité de maître à élève, enfin de élève à maître ou de maître à maître, en remontant jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moïse. C'est-à-dire que Moïse, c'est le premier qui évidemment a reçu la Torah, et ensuite lui-même, il va certifier son élève Yehoshua, Josué, mais pas le seul, d'accord, également les sages de la Grande Assemblée, enfin à l'époque les Ékénim, pour être à même ensuite de pouvoir eux-mêmes certifier d'autres élèves. Et en fait, cette chaîne-là, elle était ininterrompue pendant très longtemps. Ouais, Yehoshua, l'élève direct de Moshe. D'accord? C'est la smicha, exactement. Cette smicha, elle s'enchaînait sur de longues générations, pendant plusieurs siècles. Mais malheureusement, il est arrivé un moment où cette smicha n'a pas été prolongée. Elle s'est arrêtée. Du coup, aujourd'hui, on n'a plus la smicha. Ce qu'on dit en général, ce que vous pouvez entendre des fois dans certains milieux orthodoxes, de parler de personnes qui vont passer ce qu'on appelle, encore une fois, la smicha. Donc ce sont des examens très précis dans le cadre de la rabbanout en Israël, etc. C'est une appellation, c'est un terme qu'on a récupéré, encore qu'on emploie, mais qui n'est pas le terme originel de la vraie smicha de l'époque. Encore aujourd'hui, on a perdu ça, mais à l'époque, il fallait justement que ce soit fait dans ce cadre-là. Donc, de nos jours, on n'a plus ça. De nos jours, on n'a plus ce témoignage-là qui peut être recevable parce qu'on n'a plus le tribunal compétent pour recevoir ce témoignage. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pour regarder Calji ou n'importe quelle application de calendrier, vous allez voir le nouveau mois, vous pouvez voir même pour 20 ans en avant, d'accord? Vous allez le voir, il est déjà cadré. Il n'y a pas eu de témoignage. On n'a plus aujourd'hui de tribunal en Israël ou nulle part qui reçoit un témoignage. Comment est-ce que ça fonctionne? Et bien justement, à cette époque-là, où la smicha, elle s'est arrêtée, ça s'est perdu, on a un sage du nom de Hillel qui est venu et qui va, de par des calculs très précis, très sages, va mettre en place ce qu'on appelle un calendrier perpétuel. Et bien en fait, il va cadrer de façon très précise
le fonctionnement pour toutes les générations jusqu'à la venue du Mashiach. Tout est cadré, tout est clair. On sait très bien, d'accord? Donc ceux qui s'occupent à chaque fois de le prolonger, eh ben, ils ont les calculs très précis pour savoir jusqu'à la fin des temps comment est-ce qu'on va devoir découper les mois. Parce que vous savez, il faut savoir qu'il y a des mois, le calendrier juif, il varie entre des mois de 29 jours et de 30 jours. D'accord? Ça n'existe pas chez nous, 28 jours ou 31 jours, ça n'existe pas. C'est 29 ou 30. Et pas tous les mois sont tout le temps 29 ou 30. Certaines années, vous allez avoir des mois qui font 29, et l'année d'après, ils vont faire 30 le même mois. Donc en fait, c'est très précis. Et ensuite, comme on dit, il y a l'année bissextile, d'accord, que l'on va donc doubler de Hadar, et ça aussi, on le fait de façon très précise, très régulière. Et bien tout ça, vu qu'on ne pouvait plus ensuite recevoir de témoignages, qu'on n'avait plus le tribunal adéquat, et ça a été mis en place dans un calendrier perpétuel par un sage qui se nomme Hillel. D'accord? Donc on a expliqué pourquoi c'était indispensable d'avoir ces données-là très précises. D'accord? On avance. Il y avait un repas, je glisse encore une petite anecdote intéressante, un petit point intéressant, c'est qu'il y avait un repas qui était organisé au moment justement de la sanctification du mois, un repas festif qui est organisé à cette occasion-là. Et il faut savoir que c'est intéressant que de nos jours, ce repas il est mentionné, je vous le glisse comme ça, après vous en faites ce que vous voulez, ce repas il est mentionné dans un cadre très précis, dans une halakha très précise. Il y a une halakha qui stipule qu'on n'a pas le droit de manger, de faire des repas dans une synagogue. On ne peut pas. Dans une synagogue, on ne fait pas de repas. D'accord? On n'organise pas des Sheva Brachot, ou une Bar Mitzvah, ou un Kiddush, ou un michté de Purim dans une synagogue. Alors vous allez dire, mais c'est pas vrai, on voit ça de partout. Pardon? Je la côte avec plaisir. Je parle de la synagogue elle-même, dans laquelle on fait la prière. Ça ne change rien. Alors, très bien. Donc, pardon? Alors, venez maintenant, on cadre un petit peu. Donc, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est pas grave parce que c'est quand même intéressant, c'est quand même important. Comme je vous disais d'abord, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que la halakha, elle ramène que l'exemple type de repas que l'on pouvait faire dans la synagogue, c'était ce repas-là. Celui-ci, on pouvait le faire. Pourquoi celui-ci spécifiquement? Pardon? Parce que ce repas, c'était pas un repas qui allait entraîner du laisser-aller, de la légèreté d'esprit. C'est un repas qui était, somme toute, assez formel, assez sérieux. C'est pas un michté de Purim où les gens y viennent, évidemment, il y a de l'alcool, etc. Ou alors un farbregen le Shabbat matin, où voilà, la vodka, elle coule à flot, et on peut se laisser aller, on peut en parler un peu plus légèrement, lancer des blagues, et se charrier, etc., etc. Donc ça, c'est le repas typique qui est ramené dans la halakha comme étant celui qu'on peut faire dans une synagogue. C'est pas le seul. On va élargir un petit peu plus. Mais ce qu'on maintient aujourd'hui dans la halakha, a priori, alors il faut savoir que les Ashkenazim sont un peu plus cool que les Sfaradim là-dessus, mais en tout cas pour nous les Sfaradim, la majorité ici, a priori on doit rester très sérieux là-dessus, c'est ne pas faire de repas dans lesquels il y a de l'alcool dans une synagogue. Dans la synagogue elle-même, d'accord? Dans l'antichambre avec plaisir, mais dans la synagogue elle-même, non. Okay? Et ceux qui le font, c'est très, très difficile à permettre, c'est très délicat. Pour répondre à ta question, Laurie, pour la synagogue ici, cette synagogue, a priori, elle rentrerait dans le même cadre, mais elle a peut-être un statut un peu différent dans l'idée où elle n'est plus synagogue pendant toute l'année, elle ne l'est que pendant les Yamim Noraïm, Rosh Hashanah Yom Kippour. Le reste du temps, elle est quand même assez fermée, ils ont bloqué le fond avec l'Aron HaKodesh et les Sifrei Torah. Donc, elle aurait peut-être un statut différent. Encore que, c'est pas évident. D'accord? C'est pour ça que ce que tu verras en général, ça va être des repas, voilà, bar et bat mitzvah, ça va être une artisanat Sefer Torah, mais d'ici à en faire vraiment un repas très léger ou alors qui n'a vraiment rien à voir avec une mitzvah, ça on le fera pas. Tu verras jamais ici une fête qui n'a rien à voir avec du religieux, ça n'existera pas. D'accord? Et de façon générale, dans vos synagogues, chacun et chacune, même si des fois il y a d'autres choses qui se font, il faut savoir que d'après la stricte halakha, normalement, au moins un repas dans lequel il y a de l'alcool, d'accord? Ça ne se fait pas dans une synagogue. Même pour un kiddush. C'est délicat. Moi, le premier, je fréquente des communautés dans lesquelles. Est-ce qu'il y a de l'alcool? Il y a de l'alcool. Je te dis, non. Je te dis ce qui est dit dans la halakha, et je suis le premier à reconnaître que c'est pas du tout suivi de façon unanime, et que beaucoup, malheureusement, ça s'est diffusé, d'accord? D'être plus laxiste là-dessus, mais après avoir étudié la halakha de façon très précise, d'accord, a priori, il n'y a pas vraiment sur qui s'appuyer. C'est vraiment compliqué.
on a souvent des discussions, on va dire, ah mais il y a un tel avis, tel décisionnaire qui permet, donc on peut s'appuyer sur lui. On a vraiment étudié la halakha en question, vraiment dans la profondeur, et a priori, il n'y a vraiment pas sur qui s'appuie pour le permettre. Après, on a un principe qui dit que dans certaines situations, quand on ne parle pas d'interdit de la Torah, et que si tu dis quelque chose, ça risque de ne pas être suivi, les gens vont continuer à le faire malgré l'interdit, malgré la connaissance de l'interdit, il vaut mieux ne rien dire. C'est un principe qui se dit en hébreu, Mutad sheyu shogegin ve'al yehu mezidin. Il est préférable qu'il soit ce qu'on appelle shogeg, c'est-à-dire qu'il faute par méconnaissance, d'accord, plutôt qu'il soit mézid, c'est-à-dire en pleine connaissance de l'interdit, qu'il faute quand même. Parce que, évidemment, en fait, tu fais que prévenir quelqu'un qui va continuer à transgresser, donc en fait, il va être évidemment plus punissable parce qu'il était au courant. Donc, dans la mesure où il y a de fortes chances qu'il ne t'écoute pas, ne lui dis rien. Ça, c'est une règle qu'il faut connaître, d'accord, mais qu'on ne peut appliquer que dans des interdits qu'on appelle de chachamim. Dans l'interdit de la Torah, non, quand quelqu'un transgresse quelque chose, et c'est d'ordre toraïque, on doit le lui dire, d'accord. On a l'obligation de ce qu'on appelle la hatra'a, la prévention. Mais là aussi, je vous détends tout de suite, là aussi, on ne peut se permettre de faire justement de prévenir quelqu'un d'un interdit qui risque de transgresser que quelqu'un qui sait prévenir. D'accord, il y a la manière, il y a la forme pour savoir le faire, et quelqu'un qui va juste le percevoir comme étant une atteinte à sa liberté, ou alors de quoi tu te mêles, etc. Et du coup, il ne va pas apprendre, il va pas recevoir l'information, c'est inutile, il vaut mieux ne pas lui en parler du tout. D'accord, parce qu'il ne va pas encore une fois le faire. En plus, tu peux lui faire, non, je parle même si tu lui fais juste de one-to-one. D'accord. Ok, tu pourrais lui dire juste de façon vraiment pas accusatrice, tu sais que peut-être tu n'es pas au courant, mais ça on n'a pas le droit et tout, d'accord, mais ça va dépendre, si tu sais que la personne n'est pas réceptive, ou alors toi tu n'es peut-être pas à même de le faire parce que tu n'as pas la légitimité pour le faire, alors tu ne dis rien, d'accord. Bon, ça c'est un autre point. Pardon. Ça s'appelle des interdits de quoi? C'est pas les interdits de la Torah, c'est les interdits rabbiniques. Il y a toraïque et rabbinique, d'accord. Très bien. Oui. Des sages peuvent être plus forts que celle de la Torah, sachant que, je me pose la question, Ouais. parce que des fois on pense que les sages veulent plus être un peu plus stricts que la Torah pour que la personne le fasse plus. D'accord, alors Je encore. sais pas lequel. Mais... Alors qu'est-ce que donc tu demandes, est-ce qu'il y a des interdits rabbiniques qui sont plus importants, plus stricts? Alors oui, strict, oui. Pour que la personne fasse bien. Alors oui, strict, oui, c'est évidemment, c'est le fort des sages, d'accord. D'ailleurs, on en parle tout de suite, d'accord. Manger le lait et la viande. Alors non, ça c'est la Torah, ça. Non. Bah non, parce que normalement. Le lait et la viande. La viande rouge, oui, mais la viande blanche. Ah, une seconde, alors tu parles de poulet alors. Tu m'as dit viande. Oui, mais la viande, ça inclut la viande blanche. Alors non, alors d'abord aussi, il faut savoir que quand on dit viande blanche, en hébreu, quand on dit bassar lavan, viande blanche, traduction, ça veut dire le cochon. D'accord. Ouais. Nous, en français, quand on parle de viande blanche, on parle de volaille, comme dit Rebecca. Alors, tu as raison, mais en fait, justement, la nuance, elle vient justement de cette appellation-là. À la base, normalement, comme tu l'as dit, mélanger du lait et du poulet est permis d'après la Torah. Parce que la Torah, ce qu'elle interdit, c'est de la viande rouge. D'accord. Parce qu'il écrit le Tevachel Gedi, Bachale Vimo, tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère. Donc, c'est spécifique, d'accord, à ce type d'animal. D'accord. Tu as raison, d'après la Torah, ce serait autorisé. Mais le problème, d'où vient l'interdit rabbinique, comme tu l'as dit, de mélanger le lait et le poulet, du fait qu'on appelle ça de la viande. Oui, mais C'est à cause de ça. Tu rajoutes une barrière. Voilà. pour être sûr qu'on Effectivement. ne franchisse pas la- Effectivement, parce que si quelqu'un voit un autre manger du lait et du poulet, lui pour lui dans sa tête, il appelle comme toi, il appelle ça de la viande. Il dit mais j'ai vu un grand rabbin qui a mangé du lait et de la viande ensemble. Lui il fait pas la distinction entre du poulet et du bœuf. D'ailleurs, prenez du canard. Du canard c'est un peu plus rouge, d'accord. Ça se rapproche plus déjà de la viande rouge. Et donc du coup quelqu'un qui verrait manger du canard dans du lait dira mais j'ai vu, ah oui là je peux t'assurer c'est certain, il mangeait pas du poulet, il mangeait de la viande avec du lait, et donc il a recopié. Donc effectivement c'est une des raisons, c'est un des cas évidemment parmi des centaines où les sages vont mettre des barrières supplémentaires pour ne pas risquer de transgresser l'interdit toraïque. Ok, bonne soirée Sabana, à bientôt. Ok, alors on avance. Alors voilà, c'est hyper intéressant, c'est ce que j'allais dire justement, la force des sages. Il faut savoir que même en cas d'erreur dans la sanctification du mois, d'accord, on se rend compte après coup qu'il y a eu une erreur. On a décidé que tel jour était le nouveau mois, parce que 2 témoins sont venus témoigner comme quoi ils avaient vu le renouvellement de la lune, alors qu'en fait, ils se rendent compte
on se rend compte, rétroactivement qu'on s'était trompé. Ils s'étaient trompés, ils avaient mal vu, et en fait, c'était pas le premier jour, c'était le lendemain. On est encore là, ici, le 30 du mois d'avant. Eh bien, c'est fini. Une fois que le mois a été sanctifié, on le maintient, malgré l'erreur manifeste. Une fois que le mois a été sanctifié, on a dit justement l'expression de dire « Mekoudash, Mekoudash », finito, le mois il est sanctifié, on ne revient pas là-dessus. Plus que ça, imaginons qu'on ait eu 2 témoins qui soient venus et qui nous aient dit « Le mois il est nouveau ». On a vu le nouveau mois, on a vu la lune, le renouvellement de la lune. Et on se rend compte, après coup, que ces témoins-là étaient des faux témoins. On a un principe, par exemple, qui s'appelle, j'oublie ceci comme ça, une information supplémentaire, il y a un principe qui s'appelle la hazama. La hazama, ça consiste en quoi? C'est un principe très spécifique dans un témoignage, c'est que vous avez 2 personnes qui viennent témoigner sur un fait divers qu'ils ont vu, qu'ils ont constaté, d'accord? Ils ont dit, voilà, on a vu, on était mardi matin à Olami Cadet, et on a vu telle personne taper une canette de coca dans le frigo. C'est très très grave, d'accord? Ils nous viennent, ils nous donnent date, heure, lieu, personne, info très précis. D'accord? Témoignage. Ils viennent témoigner devant le tribunal de Paris. On a vu ça. D'accord? Très bien. Et bien en fait, il y a un principe qui s'appelle la hazama. C'est quoi la hazama? C'est que vous allez avoir 2 autres personnes qui vont venir dire, mais alors on a entendu que vous témoignez sur ça, mais quel rapport? Vous ne pouvez pas témoigner là-dessus, puisque l'heure à laquelle vous dites avoir été présent à Olamikade, vous étiez avec nous à Lyon, ou je ne sais où, d'accord? Autre part. Donc vous ne pouvez pas témoigner de ça, vous ne pouviez pas y être. Ce qu'on appelle la hazama. Et bien du coup, ces 2 derniers témoins vont invalider les 2 premiers témoins. D'accord? Très bien. Et bien en fait, imaginons maintenant dans notre cas ici, on a 2 gars qui sont venus témoigner, dire on a vu le renouvellement de la lune. Et on a 2 autres témoins qui viennent dire non, arrêtez de vous raconter vos histoires. À l'heure à laquelle vous dites avoir vu la lune, d'accord? On était ensemble dans une soirée ou je ne sais où, vous n'étiez pas dehors, arrêtez vos histoires, vous n'avez pas pu voir la lune. Donc ils les ont rendus invalides ces témoins. Donc leur témoignage, il est rendu invalidé. Et bien pourtant, malgré tout, si le tribunal avait déjà sanctifié le mois, finito. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça ici la force des sages. Une fois que la Torah, Hachem, il a donné l'assentiment, d'accord, aux sages de venir, eux, décider du renouvellement du mois, et ben Hachem, il va les suivre. Hachem, il va modifier la nature qui va s'adapter à ce que les sages ont dit. Ils ont dit que maintenant on est le nouveau mois, et ben Hachem, toute l'infrastructure du monde, elle va s'adapter à ce qu'ils ont dit. Ah, c'est venu par erreur, ok, mais c'est ce qu'ils ont dit, donc on se limite à cela. Une seconde phrase, juste pour venir là-dessus, c'est Rava ou Chaya? Rava. D'accord? La source de cela, c'est dans les mots justement. Il y a écrit Asher Tikreu Otam. D'accord? Les fêtes que vous appelez Asher Tikreu Otam. Et dans la Torah, le mot Otam, il ne s'écrit pas Aleph Vav Tav Mem, tel qu'on aurait dû l'écrire. Il s'écrit Aleph Tav Mem. Comment est-ce que ça peut se lire? Ça peut se lire Atem, vous. Donc Asher Tikreu Atem, que vous appellerez vous. De là, on a appris avec une dracha, d'accord, une étude directe de la Torah, que la force, elle est donnée aux sages de venir statuer de façon irrévocable du nouveau mois, même si on s'aperçoit rétroactivement que c'était une erreur. D'accord? C'est incroyable. Donc la nature elle-même, elle va s'adapter. Hachem, il va adapter la nature au témoignage, et, enfin au statut, d'accord, du mois que le tribunal a donné. Oui, Rava. Oui, c'est ça, je voulais la source. Très bien, c'est du pasouk. Dans le verset, Asher Tikreu Otam, je ne l'ai pas noté ici. Je ne saurais pas. Si tu veux, tu me demandes après, je vérifie. Ok. Également, c'est intéressant aussi, j'ai vu ça, le lien avec Hanouka. On vient de passer Hanouka. On sait que les Grecs, à l'époque de Hanouka, avaient mis l'accent sur 3 mitzvot spécifiques, particulières, d'accord, sur lesquelles ils empêchaient les Bnei Israël de pratiquer. Quels étaient ces 3 mitzvot? On avait le Shabbat, la Mila et le Rosh Chodesh. La sanctification du mois, cette mitzvah de laquelle on parle, il l'avait en horreur. Il fallait à tout prix la déraciner. Il fallait l'arrêter obligatoirement. Pourquoi? Alors on a dit le Shabbat, on peut très bien comprendre, d'accord, c'est la base de la croyance, etc. Il y a plein de choses autour du Shabbat, c'est pas notre sujet. La Mila aussi, la Mila c'est un signe corporel. On a dit également que les Grecs ils étaient à fond sur le fait que de développer l'idée que l'humain c'est la perfection même, d'accord. Donc on va pas venir et amputer l'humain et venir lui faire
qu'on appelle ça chaque fois, le terme m'échappe à chaque fois, d'accord, le fait de faire la mila, donc c'est une mutilation, merci Rebecca, d'accord, donc mutiler le corps humain, ce serait complètement inapproprié, etc. Donc ça on a compris, mais pourquoi le renouvellement du mois, qu'est-ce qui les dérange là-dedans? On dirait que c'est quelque chose de particulièrement central. Et bien en fait, oui, justement, d'après ce qu'on vient de dire, c'était central parce qu'ils voyaient que le monde entier était soumis au peuple juif en fonction de ce qu'on allait venir dire par rapport au nouveau mois. Le fonctionnement du monde allait varier en fonction de ce que nous décidons. D'accord? 3 rabbins, 5 rabbins qui venaient dire le mois il est renouvelé ou pas renouvelé, et ben le fonctionnement de l'univers est modifié. Pour eux, c'est une abomination. On ne peut pas entendre une idée pareille. Pour eux, qui sont à fond dans la compréhension de la science, etc., pour eux, le monde, il fonctionne tel qu'il fonctionne. Venir me dire que tout ce monde-là, dans sa complexité, il est dépendant de quelques rabbins qui vont venir dire une phrase, 2 mots, mekoudash, pour eux, c'est inaudible. Donc, ça dégage. D'accord? Voilà pourquoi c'était spécifiquement là-dessus. Ok, on avance. Oui, Simon. Oui. Non, c'est pas dans Hallel. Le Hallel n'a rien à voir avec ça. Non, le Hallel, d'ailleurs c'est intéressant aussi ce que nous dit Simon, le Hallel, donc c'est le passage qu'on va réciter après la Hamida dans certains moments. Il y a 2 types de Hallel. Il y a le Hallel qui est un minhag et un Hallel qui est une obligation. D'accord? Le Hallel qui est un minhag, c'est celui qu'on fait raccourci. En l'occurrence, celui de Rosh Chodesh. Le Hallel qui est une obligation, c'est celui qu'on va faire en entier à différentes occasions. On a eu Hanouka là récemment, on va avoir Pessah, d'accord? Sauf la fin de Pessah, d'accord? On va avoir Sukkot. Donc il y a des moments où c'est obligatoire. Ce sont 2 types de Hallel différents. Là on fait la bracha, l'autre on ne fait pas la bracha. Encore, il y a des usages. Nous en France en général, c'est que l'officiant qui fait la bracha. Dans certains endroits, même l'officiant ne fait pas la bracha. En tout cas c'est différent, c'est autre chose. D'accord? Avec plaisir. En tout cas également, alors autre chose encore de hyper concret. Alors je pensais vraiment qu'on ferait plein de méthodes ce soir, mais je me rends compte qu'en fait que chaque point on s'étale. Écoutez, désolé, on fera 613 cours. J'espère que vous avez la patience comme moi. Ouais. Franchement, tu vois, depuis le début qu'on prend le temps. Bon, après voilà, on prend le temps. Pourquoi bâcler des sujets intéressants? Alors, pardon? Il y a combien de semaines dans 52, c'est vrai que ça va être léger. Bon, on est parti sur 5-6 ans. Alors, on y va. Bah, moi, ça m'arrange, hein, mon cycle, il est fait. Bon, après, je ne vous cache pas encore une fois, on a parlé dans les guématriotes que ça me demandait un temps fou de préparation. Mais là, il ne faut pas croire. Hein. Chaque cours, c'est... Bon, au Hachem, on s'investit quand même. Alors, autre point très concret, d'accord, très concret de cette mitzvah-là, c'est concernant ce qu'on appelle, en hébreu, Yom Tov Sheni. C'est quoi Yom Tov Sheni? C'est le 2e jour de Yom Tov. Comme vous le savez tous et toutes, d'accord, en diaspora, les jours de Yom Tov sont bissés. En Israël, comment ça fonctionne? Alors, on va prendre par exemple la fête de Pessah. Vous allez avoir un jour de fête de Yom Tov, puis 5 jours de Chol HaMoed, d'accord, donc ce qu'on appelle la mi-fête, et ensuite le jour d'après, le 7e jour, c'est ce qu'on appelle Shvi'i Shel Pessah, donc c'est encore un Yom Tov, et basta. Ils ont eu 7 jours en tout, premier jour de Yom Tov, dernier jour de Yom Tov, au milieu 5 jours de ce qu'on appelle Chol HaMoed. Ça c'est en Israël. Nous en France, c'est complètement transformé. Comment ça fonctionne chez nous? Premier jour c'est Yom Tov, deuxième jour c'est encore Yom Tov, puis on va avoir uniquement 4 jours de Chol HaMoed, puisque le premier des 5 jours il a été mis en Yom Tov, et ensuite on finit par un 7e jour de Yom Tov, et donc un 7e jour qui est le 3e jour de Yom Tov en fait, et de nouveau le 8e jour qui est encore Yom Tov. Donc en fait on va bisser le premier jour et bisser le 2e jour, enfin le dernier jour, le 7e jour. On bisse le premier en 2 jours et on bisse le 7e en 2 jours. Ça va faire 1, 2 et 7, 8 avec au milieu 4 jours de Chol HaMoed. Donc on va avoir une fête qui dure 8 jours en tout, alors qu'en Israël, nous ne vont avoir que 7 jours. C'est vrai pour Pessah, c'est vrai pour Shavuot. Shavuot, on a 2 jours de Shavuot. En Israël, non, qu'un seul jour. À Sukkot, pareil. Nous, on va avoir 9 jours de fête, donc premier 2 jours de Yom Tov. Puis on va avoir au milieu 5 jours de Chol HaMoed, ça fait 7. Le 8e jour, c'est ce qu'on appelle la fête de Shmini Atzeret, qu'on va bisser avec un 2e jour qui s'appelle Simchat Torah. Nous, à la fin de Sukkot, on va avoir 2 appellations différentes qui vont se succéder, Shmini Atzeret et Simchat Torah, alors qu'en Israël, vu qu'ils vont avoir que 8 jours en tout, ils vont avoir premier jour Yom Tov, 6 jours de Chol HaMoed, puis le 8e jour, c'est ce qu'on appelle Shmini Atzeret et Simchat Torah en un. Donc eux, ils finissent leur fête le 8e jour. D'accord? Donc on va avoir un jour d'écart encore une fois. Il n'y a que Rosh Hashanah qui est bissé chez nous comme chez eux. Et en fait, tout ça, c'est lié à ce qu'on vient de dire.
C'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est quoi le problème? C'est qu'en fait, à l'époque, d'accord, eh ben, il y avait la nécessité de devoir attendre le témoignage des témoins pour savoir est-ce que le mois démarre le 30e jour, donc enfin le mois d'avant il ne faisait que 29 jours, donc le 30e c'est déjà le premier du mois d'après, ou non, le mois d'avant faisait 30 jours, donc le premier du mois d'après c'est le 31e jour. Il fallait attendre le témoignage des témoins. Maintenant, les témoins ils viennent à Yerushalayim pour témoigner. Ensuite l'information il faut qu'elle circule. Vous comprenez bien qu'à l'époque, il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Insta, d'accord, il n'y a pas TikTok ou quoi. Donc il faut que ça circule. Comment que ça circule? Eh bien, à l'ancienne, on envoie des émissaires, des cavaliers. Il y avait des signaux de fumée. Hein. Les peaux rouges, ils ont pris de chez nous. Hein. Et il y avait des signaux de fumée. Dans les différentes montagnes de Yerushalayim, on se prévenait comme ça pour savoir quand est-ce qu'était la nouvelle lune. Mais le problème, c'est que ça se limitait dans la proximité directe de Yerushalayim. Mais pour aller plus loin, on envoyait des émissaires. Donc, en Israël, l'information arrivait assez rapidement. Mais en diaspora, ça prenait beaucoup plus de temps pour que l'information arrive, de savoir quand est-ce que est le nouveau mois. Donc comment est-ce qu'on fait? Imaginez-vous justement le problème de la fête de Pessah. On arrive à Pessah, on ne sait pas, c'est Pessah maintenant, c'est Pessah demain. On était bloqué parce qu'on n'avait pas encore l'information. Donc, les sages avaient institué la nécessité de respecter à chaque fois 2 jours de fête. Maintenant, pour Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui démarre en début de mois. D'accord? L'autre fête qui est le plus tôt, c'est la fête de Shavuot, mais elle est le 6 Sivan. Mais la fête de Rosh Hashanah, elle est tout au début, le premier du mois. Et bien, le premier du mois, même en Israël, l'information ne pouvait pas avoir circulé. Donc, même en Israël, ça a été institué depuis le départ de conserver 2 jours, d'instituer 2 jours de Rosh Hashanah, bien qu'à la base, normalement, il aurait dû y avoir un seul jour, parce que Rosh Hashanah, début de l'année, c'est 1 jour. Mais à cause de cela, eh ben, il y a 2 jours qui ont été mis en place, même en Israël. De nos jours, d'accord, c'est là où je veux en venir, de nos jours, vous allez me dire, mais c'est fini, on n'a plus besoin de tout ça, puisque nous, on n'attend plus le témoignage des témoins, on a dit qu'il y a un calendrier perpétuel qui a été mis en place par Hillel. Alors pourquoi? C'est ce qu'on appelle une takana. Une takana, c'est une institution. Une institution, une fois qu'elle est mise en place, eh ben, on ne peut pas se permettre de venir la déboulonner. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui sont données. L'une d'elles, la plus facile à comprendre, c'est le fait que quand on nous donne une takana, on nous donne une raison. Donc, il y a une institution, on donne une raison. Mais cette raison qu'on nous donne, elle n'est pas exhaustive. C'est une raison, mais il peut y en avoir d'autres raisons. Et dans la mesure où on ne connaît pas les différentes raisons qui peuvent s'appliquer, et donc ces d'autres raisons qui peuvent être encore d'actualité aujourd'hui, malgré le calendrier perpétuel, etc., alors on ne peut pas se permettre de faire sauter une takana. Donc une takana, elle reste en place. Cette institution-là reste en place, bien qu'aujourd'hui, on sache de façon certaine que le premier jour de Pessah, c'est le premier jour de Pessah, c'est celui qui est la vraie date. Donc le lendemain que l'on maintient comme étant Yom Tov, avec les interdits qui concernent le jour de Yom Tov, on doit le maintenir, c'est une obligation, à tel point que même quelqu'un qui vient d'Israël pour les fêtes, qui vient en France, d'accord, ou en dehors d'Israël pour les fêtes, il doit se conformer à l'endroit. Ça veut dire qu'il n'a pas le droit de faire non plus de travaux interdits parce que c'est Yom Tov pour lui aussi. Et par contre, nous, en Israël, parce que moi je croyais qu'on faisait qu'un jour, mais apparemment, vu qu'on est français, on doit. Exactement. Tu dois conserver ton obligation. Alors tu as raison, tu vas me dire, mais c'est une contradiction. Pourquoi est-ce que lui, il vient, il garde pas son obligation? C'est pas ça, c'est pas vraiment ça. C'est un peu plus complexe que ça. Oui, Julie? Alors, plus que ça encore, pourquoi est-ce que lui, donc qui vient d'Israël, pardon, je cherche ma pince, pourquoi est-ce que lui qui vient d'Israël, il ne doit pas, il ne peut pas se suffire de faire un seul jour? Pourquoi il fait 2 jours? Parce qu'il reste français. Non, un Israélien qui vient en France, un vrai Israélien, 100% Israélien, il n'a même pas la nationalité française. Il vient en France plus pour les fêtes. Oui, il fait 1 jour. Non, il fait 2 jours. Ah, parce qu'on n'a pas le droit de le voir. Voilà. Du coup, il donnera un vaisseau. Voilà, bravo Rebecca. C'est un problème en fait de dénigrement de la fête. T'imagines, on est en plein Yom Tov, toi c'est Yom Tov, d'accord? Et tu vois un bonhomme qui est dehors en mode de rôle, quoi, normal, détente, avec son sac à dos, en trottinette, en voiture, un rabbin avec la barbe et les péotes, ça a fait mal, d'accord? Du coup, à cause de cela, pour ne pas entraîner un dénigrement chez tout le monde, alors il doit à tout prix conserver l'obligation des 2 jours. Autre info croustillante, si vous voulez, c'est concernant une ville qui a un statut très controversé, qui est la ville de... Non. La ville de... Non. Non. De... Non. Une ville justement, qui est... Non. Une ville qui a un statut spécial parce qu'on n'est pas certain qu'elle appartienne à Israël, justement. Allez, un petit effort. Non. Eilat.
Merci. Et là, c'est ce que C'est bon La ville de Eilat. La ville de Eilat. En fait, elle est dans. D'abord, elle est tout en bas. D'accord. Très bien. Et en fait, pour considérer qu'une ville soit dans le territoire d'Israël, pour être justement se conformer aux règles qui concernent la terre d'Israël, qu'elle y soit dans les frontières d'Israël de l'époque. Le fait qu'aujourd'hui elles soient introduites dans l'Israël avec plaisir. Israël, ils font une guerre. Ils vont conquérir le Sinaï et le Liban et la Syrie, machin, avec plaisir. Mais je ne peux pas considérer que ça comme étant Israël. C'est pas l'appellation Israël de 2026 qui m'importe ici. Ce qui m'importe, c'est l'appellation Israël d'après la Torah. Et la Torah, dans la Torah, il y a des frontières d'Israël qui sont très spécifiques. La ville d'Eilat, a priori, d'accord, d'après, je pense, tout le monde, mais peut-être qu'il y a certaines nuances, après, d'après tout le monde, elle ne fait pas partie d'Israël de l'époque. De l'époque, de ce qui est compris dans la Torah. Évidemment, aujourd'hui, elle fait partie avec plaisir. Mais à l'époque, elle ne l'est pas. Elle ne l'était pas. Et du coup, la ville de Eilat, il faut savoir que normalement, les habitants de Eilat doivent faire 2 jours de Yom Tov. Ils ne le font pas, d'accord? Ils ne le font pas. Dans leur grande majorité, ils ne le font pas. Mais il va y avoir on va dire une kula, donc une petite légèreté qu'on va proposer justement pour ceux qui vont à Eilat. C'est pour les Israéliens. Un Israélien qui habite à Jéru, qui habite à Tel Aviv, qui habite à Netanya, où vous voulez, qui seront pour les fêtes à Eilat. D'accord? Pour Pessah, pour Shavuot, pour Sukkot, il va à Eilat. Et un bonhomme pareil, lui, il va avoir justement l'autorisation de ne faire qu'un seul jour. Et ça rejoint ce que tu disais, Rebecca. C'est que ce type-là, si on le voit dans la rue faire des actions normalement interdites à Yom Tov, on ne va pas dire « mais c'est grave ce qu'il fait », parce que tout le monde à Eilat, de toute façon, ne garde pas le 2e jour. Donc on ne va pas venir dire « ah mais il fait pas bien ce bonhomme-là ». Non. Ouais. Donc c'est spécifique à cette ville-là. Mais il faut savoir que normalement les habitants de Eilat doivent respecter 2 jours. Ils ne font pas partie d'Israël d'après cette halakha-là. Oui. Tu as dit Kanata, c'est ça que tu as dit? Takana. Une takana, c'est une institution. C'est une institution. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même concept? Pourquoi on fait une fête, on commence une fête, on le fait la veille? Ou c'est juste parce que c'est le calendrier? Ah non, ça c'est la Torah, ça. Ah, c'est la Torah. Ah oui. Notre calendrier, mais en fait c'est parce que... Alors pourquoi? Non. Alors bonne remarque de la part de Julie. Est-ce que l'un de vous saurait me dire pourquoi est-ce que notre calendrier, d'accord, toutes nos dates sont tout le temps fixées, démarrent tout le temps la veille? Pourquoi nous on considère, voilà, là nous sommes la date 2, parce que ce soir, à partir de la tombée de la nuit, on est le jour d'après. Pourquoi on fixe par rapport au soir de la veille, d'accord, à la veille au soir, et pas au matin comme dans le calendrier classique? Oui, Simon? Alors c'est intéressant, c'est peut-être aussi dit comme ça. Moi, l'information que j'ai à vous transmettre, c'est une autre information qui, on va dire, peut-être plus antérieure à cela. C'est tout simplement au niveau de la création du monde. Comment est-ce que c'est écrit dans la création du monde? Merci, bravo Abigail. Il y a écrit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Vayi Boker, Yom Sheni. À chaque fois on dit Vayi Erev, Vayi Boker. Et ce fut le soir, et ce fut le matin. Donc dans la création du monde, déjà, on voit que c'est comme ça que c'est exprimé par Dieu, soir puis matin. Donc oui, c'est vrai que nous, vivant en France, d'accord, nous on ne fonctionne pas comme ça. C'est un peu contre-intuitif de dire qu'on va commencer à compter dès ce soir, on est une nouvelle journée. Non, on est demain une nouvelle journée. Parce que nous, on imagine que c'est au réveil, ou minuit, voilà, minuit. Mais en fait, ça c'est parce qu'on vit dans ce calendrier-là. Mais d'après la vraie vision de la Torah, non, il n'y a aucune raison qui justifie de dire que c'est parce que c'est minuit qui définit la nouvelle journée. Pour nous, c'est pas minuit. Pour nous, c'est la nuit. La nuit, on démarre une nouvelle journée. Pourquoi? Parce que Vayi Erev, Vayi Boker. Il a fait. Je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que c'est Yom Tov chez nous. Ouais. Et pourquoi on le fait? Alors, je répète. Avec plaisir, c'est avec grand plaisir. Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni, on a dit que on le bisse, justement. Donc, le Yom Tov, on va le bisser. D'accord? On va le doubler. Parce que, à l'époque, d'accord, comment ça fonctionnait? On a dit les témoins qui venaient dire on a vu la nouvelle lune, donc du coup on va fixer le mois à partir de telle date, on est le premier du nouveau mois. Cette information, il fallait qu'elle circule, qu'on la fasse parvenir jusqu'en diaspora, pour que les gens d'Allemagne, de France, d'Espagne, de partout dans le monde aient l'information de savoir, voilà, le nouveau mois a été sanctifié à telle date, tel jour, du coup la fête de Pessah tombera tel jour. Le problème c'est que pour que l'information elle arrive, ça prenait du temps. Donc imaginons que les émissaires prennent du temps à arriver. Maintenant, nous, on est le 14 du mois de Nissan. On ne sait pas, ce soir c'est Pessah ou c'est le surlendemain? On fait comment? Dans le doute, pour ne pas risquer de manger du Hametz à Pessah, qui est dramatique, qui est gravissime, on verra ça bientôt, d'accord?
eh ben, il a été institué, décidé qu'on bisse les jours de Yom Tov. Celui-ci, comme celui de Sukkot, comme celui de Shavuot, parce que, et Shavuot, on peut encore plus le comprendre, parce que Shavuot, c'est le 6 du mois. On est encore plus tôt. Donc il y a évidemment beaucoup moins de chances qu'ils soient déjà arrivés, les émissaires. Il faut comprendre que les émissaires, vraiment, c'est comme à l'époque de, je sais pas ce que vous avez pu voir, comme dans quel... pardon. Ouais, je sais pas, c'est-à-dire que vraiment, vous aviez des gars, d'accord, qui partaient en cheval. Dès qu'on avait l'information, à la minute on avait l'information, ils partaient en cheval, un peu partout en Israël, et ils allaient jusqu'aux frontières, ils allaient prendre des bateaux s'il fallait pour partir. On les attendait là-bas, il y avait des relèves, d'accord, de chevaux qui les attendaient, un peu comme des relais, hein, comme le 4 x 100 mètres là, avec le relais. Et ben ils allaient, ils partaient directement pour aller au plus vite possible pour transmettre l'information. C'était vraiment une mécanique, d'accord, qui était très très précise, d'accord. Et donc à cause de cela, on a doublé les jours de peur de transgresser. Et c'est resté. C'est bon? Ça, c'est deux témoins différents, comme tu as dit tout à l'heure. Des témoins, deux témoins qui témoignent. Différents. Différents, c'est-à-dire différents. Bah, c'est-à-dire que Approche. c'est pas tout le temps les mêmes. Ah non, non, celui qui veut. Ouais. Ah oui, n'importe qui peut venir. Ah ouais, ok. Et du coup, c'était pas arrivé déjà de Pessar chez lui? Ah, intéressant. Alors, c'était pas dans tout de suite. C'est dans une des prochaines mitzvot qu'on va en parler. Bah, c'est la prochaine en fait. C'est exactement la prochaine. Alors, pour finir quand même là-dessus, et on va malheureusement pas faire d'heure sup ce soir, parce qu'il y a un after et je pense que je sais plus son prénom. Elisa. Est peut-être déjà arrivée. Je vais pas la faire non, parce que je crois qu'elle est aussi pressée après. Donc on va pas faire d'heure sup. J'avais teasé qu'on allait faire une dizaine de mitzvot ce soir. Malheureusement, on en a fait une seule. Mais c'est pas grave. Franchement, si vous ça vous convient, voilà. Si vous ça vous convient, moi ça me va. On partage, on fait des fois un peu d'hors piste, c'est la saison. Donc moi ça me dérange pas. Si vous ça vous va et qu'on a le temps, de toute façon on a le temps. Alors on prend le temps pour analyser et détailler, développer chaque mitzvah. Alors pour finir sur celle-ci. D'ailleurs, avant de finir, on va faire le petit placement de produit. D'ailleurs, il s'éteint lui, comme par hasard. On a dit important, je répète, Bliainara, d'accord? Bliainara, c'est-à-dire Hamsa sur vous tous. Je vois que vous êtes beaucoup. Baruch Hashem, je suis très content. Ça fait plaisir de voir beaucoup de monde qui se mobilise pour un cours de Torah. On doit s'inscrire. Merci Clara, d'accord? De mémoire, j'ai pas vu autant d'inscrits sur le billet web. S'il vous plaît, Rebecca, faites-le s'il vous plaît. Après le cours, faites-le encore. Je crois que le lien il est encore actif pendant quelques heures après le cours. Donc faites-le s'il vous plaît dès qu'on sort du cours. Inscrivez-vous, c'est hyper important. D'accord? Et après, pour le côté de la campagne, on en reparlera ultérieurement en privé. D'ailleurs, c'est moi, je t'ai écrit. Ouais. On en reparlera en privé, Ethan aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? L'inscription. Donc à la suite, après, il y a l'after. D'accord? On montera ensemble ensuite. On finit ça tout de suite. Oui, également, je voulais dire, on a un groupe WhatsApp sur lequel je communique les infos particulières des cours et ensuite j'enverrai le lien de la vidéo. Ceux qui veulent que je les y ajoute viennent me voir après le cours. On finit sur un point très précis, un point final, d'accord? C'est qu'on a encore une pratique très concrète, d'accord? En lien avec tout ce qu'on vient de développer, de la sanctification du nouveau mois, c'est par deux choses, d'accord? Deux choses, c'est quoi? C'est à la synagogue. Donc pour vous les hommes qui allez régulièrement, ben, vous y êtes peut-être familier, sûrement familier, pour les jeunes filles peut-être un peu moins. C'est le Shabbat qui va précéder le nouveau mois, juste après la lecture de la Torah, avant de faire le Moussaf, on va justement, l'officiant va venir et va annoncer que le nouveau mois sera tel et tel jour. Il va annoncer d'ailleurs le moment précis, à la minute près, à la seconde près, du renouvellement de la lune. D'accord? Parce qu'on a le calendrier dans lequel c'est écrit de façon très précise que le renouvellement de la lune aura lieu tel jour, jeudi soir, j'ai un exemple, à 23h, 14 minutes et 50 secondes. Je rigole pas, c'est extrêmement précis. Et si vous preniez un astrologue et vous... Non, pas un astrologue, hein. Pas un astrologue, celui qui regarde la lune. Non plus. Astronome? Je sais pas. Bon, hein? Un horloger, non, je parlais plutôt de celui qui allait vraiment regarder la lune avec un télescope. Astronome, d'accord, avec un télescope, et ben il vérifierait, il constaterait que c'est exactement cette seconde-là dans laquelle se passe le renouvellement de la lune. Ça, c'est le premier point, encore vraiment hyper aussi concret qui se passe en lien avec cela. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle le Kiddush Levana. Kiddush Levana, c'est ce qu'on fait encore une fois par mois. Entre le 7e jour et le 14e jour du mois, on sanctifie la lune. De quelle manière? Il y a toute une prière que l'on récite à la fin de la tfila de Arvit, après Arvit, ou pas nécessairement. En général, on le fait à la sortie de Shabbat. Encore une fois par mois, on se réunit idéalement avec un quorum d'hommes, d'accord, donc 10 hommes au moins, et on récite le Kiddush Alevana, Birkat Alevana en fonction
des minagim, d'accord, ashkenazim, sfaradim. En tout cas, voilà, c'est la sanctification du mois que l'on récite une fois par mois. On reçoit à ce moment-là la kedusha, la shrina, pardon, la sainteté divine. On l'accueille au moment de l'expression de cette prière-là. Voilà, on a fini cette mitzvah qui était la 4e mitzvah du Chinour, voilà, de la Torah d'après le Chinour. La semaine prochaine, on continue mardi prochain, Bezrat Hashem. On essaiera d'avancer. Là, je vous assure qu'on va aller plus vite. C'est pas parce que c'est pas intéressant qu'on débloque, mais parce qu'on va avoir plusieurs mitzvot. Et là, bon, je n'utilise pas tout de suite, mais on va avoir plusieurs mitzvot qui sont très intéressantes, mais qui vont être extrêmement liées les unes aux autres. Donc, ça va être quasiment des packages qu'on va traverser régulièrement. Attendez, avant qu'on se quitte, on n'oublie pas notre tradition, qui est de faire un petit tour de table. Je sais que ça tient à cœur à beaucoup parmi vous d'apparaître, d'accord, de devenir des stars, des futures stars. On t'a pas vu, Liva. Si, on t'a vu, Liva, c'est bon. Voilà, Chazak à vous pour votre écoute.